Stefano Montefiori est le correspondant à Paris du Corriere della Sera, l'un des grands quotidiens italiens et, je pense, le quotidien qui incarne la meilleure tradition journalistique de notre pays. Il est à Paris depuis combien de temps? Depuis quasiment 5 ans, depuis presque 5 ans. 5 ans. En août 2015, ça sera 5 ans. Mais tu avais déjà un rapport avec la France? Oui, oui, depuis longtemps. J'ai essayé d'aider mon prédécesseur Massimo. Massimo Nava, que nous avions interviewé pour notre site, oui, bien entendu. Quand il y avait des événements particuliers, des élections par exemple, ou sinon simplement quand il partait en vacances. Il me faisait le plaisir, l'honneur de m'inviter à le substituer pour quelques semaines. Donc j'ai commencé à fréquenter Paris en tant que journaliste quelques années avant. Oui, oui, donc une relation avec la France et notamment avec Paris, oui, qui est importante. Il faut dire que Paris est la capitale d'un pays plus centralisé que l'Italie, oui. Et donc Paris vraiment c'est la clé de voûte pour comprendre ce pays. La plupart des fois, effectivement, on travaille depuis Paris, on suit des histoires qui naissent à Paris et évidemment, des fois on a l'occasion de se déplacer à l'intérieur de la France, mais si je dois regarder le pourcentage des articles que j'ai produits sur Paris et depuis Paris, c'est la grande majorité, absolument. Quels sont les sujets français qui intéressent le plus le public italien? Je dirais des sujets vraiment les plus variés, à partir de la politique, c'est-à-dire la politique internationale, ce qui arrive à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, donc toutes les grandes décisions prises par le gouvernement, surtout ceux qui ont des réflexes aussi sur l'Italie, donc au niveau européen. Mais après, j'ai l'impression que c'est énorme l'intérêt en Italie pour la culture, le spectacle, tout ce qui ne fait pas partie strictement de la politique, mais qui est quand même intéressant parce que ça fait partie un peu de l'imaginaire italien lié à la France. Concernant la politique, il y a bien sûr l'information, disons, noble, entre guillemets, et il y a eu aussi, dans ces dernières années, je dirais surtout dans ces derniers mois, quelques informations plus légères concernant la vie privée du président, etc. L'info people, un peu, oui. Et à ce niveau-là, la presse italienne est un peu spéciale dans le panorama européen, car elle propose côte à côte des sujets, disons, sérieux et des sujets, disons, des potins, Oui, c'est vrai que souvent on reconnaît le fait qu'en Italie, il n'y a pas de toute façon, la division, la séparation entre presse de qualité et tabloïd à l'anglaise n'est pas si marquée. C'est pas tout mélangé. On a l'ambition de toute façon de rester plutôt au Corriere, Repubblica, les grands journaux ont l'ambition de rester des journaux de qualité. Mais c'est vrai que comme peut-être la diffusion des tabloïds à l'anglaise n'est pas si grande, on a tendance parfois à mélanger un peu, à rajouter des choses un peu plus légères dans des pages autrement plutôt sérieuses. Mais c'est vrai aussi que des fois, l'occasion, ça naît vraiment de ce qui arrive en France, c'est-à-dire l'actualité nous force des fois à mélanger les genres. Et on l'a vu évidemment l'année dernière avec tout le scandale Gaillet, rue du Cirque, etc. Et bien sûr, on a traité l'événement avec un certain goût, mais aussi parce que je pense que c'était nécessaire, vu que ce n'était pas forcément exclusivement ça ne révélait pas exclusivement de la vie privée du président, mais ça concernait un peu tout le monde, parce que la première dame avait un rôle public, et donc le Corriere, c'est vrai qu'il a suivi de près, avec beaucoup d'espace et d'attention, tout le déroulement de l'affaire, la découverte, l'hospitalisation de la première dame, les communiqués de Hollande, très
très bref. Et, par exemple, dans cette occasion-là, on a peut-être dédié plus d'espace à l'affaire que les journaux français. Bon, mais c'est vrai aussi qu'en démocratie, la vie privée des hommes ou des femmes publiques intéresse à tout le monde et les citoyens ont le droit de vérifier dans certaines limites si les comportements du leader qu'ils ont élu correspondent à leurs attentes. Oui, oui, et surtout je pense que dans ce cas précis, on était un peu légitimé par le fait que c'était le président même qui avait donné un rôle public à la première dame. Il avait lui-même donné une interview quelques années auparavant en revue, un magazine disant « Ah, Valérie, c'est la fin de ma vie ». Donc il avait quand même attribué un rôle public à sa vie privée, à sa vie sentimentale. Et donc à ce moment-là, c'est le droit du citoyen de savoir si effectivement ça correspond à la réalité ou si il y a quelque chose qui cloche, qui est différent de l'image que le pouvoir veut donner de lui-même. D'ailleurs, en Italie aussi, la vie privée, par exemple, de Berlusconi a été au centre de l'attention. Largement, oui. Oui. C'est vrai que là, il y avait aussi des connotations, il y avait des enquêtes pénales, c'était un peu différent. Mais c'est vrai que le comportement privé de Berlusconi a aussi une importance. Certains côtés publique. Qui rappelaient un peu les nouvelles de Boccace. Bah oui, absolument. Bon, absolument. C'est là aussi, et bien sûr, c'était un sujet gourmand pour la presse. Oui, oui. Et non seulement pour la presse écrite, mais aussi et surtout pour les journaux télévisés, pour les sites web, évidemment. Absolument. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que la presse européenne s'est régalée en ayant la possibilité de parler de Berlusconi. Donc c'est normal, finalement. Voilà. Donc, en France, depuis 5 ans, en tant que correspondant du Corriere della Sera, Stefano Montefiori s'est formé des opinions sur ce pays qui ne sont pas superficielles, qui relèvent d'une expérience et de beaucoup d'informations. On dit que la France, par rapport aux pays que l'Europe et l'Italie notamment admiraient il y a quelques décennies, la France serait un peu en décadence. C'est-à-dire, je sais pas, la culture française n'a pas le même rayonnement que dans les années de l'après-guerre. Enfin, quelle est ton opinion sur cette France qui serait moins importante dans le monde? Là, c'est difficile parce qu'évidemment, en habitant ici, en vivant ici, on a le regard un peu faussé peut-être, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une décadence des rayonnements culturels, parce que j'ai l'impression au contraire qu'il y a énormément d'écrivains, des réalisateurs, sinon par exemple dans des nouveaux domaines comme les jeux vidéo. La France est présente et importante. Et donc c'est vrai qu'il n'y a plus Sartre et Simone de Beauvoir, d'accord, mais il y a d'autres qui ont pris le relève, peut-être pas dans le même domaine, pas dans la philosophie, mais j'ai l'impression que... La chanson française, moi je me souviens, moi qui suis plus âgé que toi, je me souviens Edith Piaf ou Gilbert Bécaud, enfin c'était des chanteurs qui avaient une notoriété mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait envisager un chanteur français ayant la même notoriété? Oui, même si à ce moment-là ce n'est plus un chanteur, mais c'est un groupe qui ne chante pas en français mais en anglais et qui la plupart du temps réside en Californie. Par exemple, les Daft Punk ont vendu des dizaines de millions d'albums partout dans le monde et ils ont une notoriété extraordinaire. Ils sont des gens, je crois qu'ils sont deux, peut-être un de Versailles et l'autre parisien, mais de toute façon ce sont carrément des Français.
qui ont un succès international gigantesque. Donc il reste des Français. Oui, après ils contribuent à la gloire française, même s'ils habitent la Californie. Oui, un petit peu. Je crois qu'il y a, bon, dans la musique, par exemple, on parle de la French Touch comme un type de musique où il y a quelque chose de français, même si c'est une musique avec souvent des sons électroniques, la langue est l'anglais, mais on perçoit quelque chose qui est lié à la France, de façon un ton, un type de son qui peut être, oui, qui est lié de toute façon à plusieurs groupes français. C'est vrai qu'ils ne sont pas connotés typiquement français, ils ne s'habillent pas comme le cliché français le prescrirait, mais ils sont français. Non, c'est vrai que la globalisation a apporté des changements profonds. Donc oui, par exemple, sur la chanson, juste parce que tu évoquais ces domaines, on peut parler des Daft Punk, Phoenix, Air, ce sont des groupes qui vraiment ont beaucoup de succès, pas qu'en France, mais partout en Europe, aux États-Unis surtout. Donc, non, je ne dirais pas que la France est un... Et l'économie, comment se porte la France, d'après toi, dans cette période de morosité internationale? Est-ce qu'elle se défend plutôt bien ou pas? Ah non, jusqu'à ce moment, non, mais on dit que la reprise, elle est là, la croissance, elle est là. Il y a des petits signaux tout timides d'une reprise économique. Apparemment, 2016, ça sera une année clé, importante, parce que la célèbre inversion de la courbe du chômage invoquée par Hollande depuis son élection, et on ne l'a pas vu jusqu'à ce moment-là, mais apparemment en 2016, ça pourrait effectivement arriver. Et c'est très important, soit pour la France, soit pour la politique française, la possibilité même d'une candidature de Hollande pour la prochaine présidentielle. Et donc j'ai l'impression que 2015, ça sera encore une année de transition et une possible, souhaitable sortie véritable de la crise, on pourra l'avoir peut-être en 2016. Mais il faut attendre. Est-ce que le courant anti-héros est en train de se renforcer? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'impression que ça soit en train de se renforcer en France. C'est-à-dire que même si on regarde les progrès très importants de Marine Le Pen, du Front National, qui à l'origine était lié à une polémique contre l'Europe, contre l'euro, et carrément en sortie de la France de la zone euro, j'ai l'impression depuis quelques mois que toute cette rhétorique contre l'euro, ça soit un peu assoupli aussi chez le Front National. Bien sûr, ils sont extrêmement critiques à l'envers de l'Europe, de Bruxelles, mais vraiment la sortie de l'euro, le côté monnaie, j'ai l'impression qu'ils sont en train de laisser un peu tomber parce qu'effectivement, j'ai l'impression que ça soit complètement impraticable, impossible pour la France de sortir de l'euro. Eux, ils le savent. Et j'ai l'impression que le Front National continue dans sa polémique contre les institutions européennes, mais a laissé un peu de côté la question euro et monnaie unique. Donc peut-être qu'il se prépare à accepter, même si il devrait accéder au pouvoir, ce qui n'est pas du tout facile et prévisible, mais au cas où, j'ai l'impression que peut-être qu'il accepterait finalement la monnaie unique, l'euro. Parce que les deux grands sujets du Front National étaient et sont toujours l'euro et l'immigration. Et voilà. Oui. Hein? Mais alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'appuyer de souligner surtout le problème de l'immigration et sur la partie économique et sur les questions justement des politiques économiques, politiques monétaires. Mais peut-être je me trompe, c'est vraiment une impression. Disons, dans le programme officiel du Front National, il y a toujours la sortie de l'euro, ça c'est clair. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment une importance, une croissance du sentiment anti-euro en France.
Une dernière question sur le choc qui a suivi les événements dramatiques de janvier dernier, donc Charlie Hebdo et aussi bien sûr, les attaques contre des magasins cachers, donc contre les juifs. Il semble qu'un nombre croissant de juifs soit en train de quitter la France. Enfin, ce sont des événements que tu as suivis au jour le jour avec une grande attention. Quel est ton sentiment? Oui, ça a été choquant, c'était horrible, mais mon sentiment personnel, et c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus frappé, et ce qui m'a le plus touché, est que personne ne pouvait s'attendre à un tel déchaînement de violences, mais dans les mois qui ont précédé les attaques, il y avait quand même un mauvais climat en France. J'ai perçu un mauvais climat, quelque chose qui ne marchait pas. Un climat de tension entre les Français, même ceux qui ne se proclament pas des souches, mais de toute façon les Français européens qui sont attentifs à la défense de l'identité traditionnelle de la France, disons comme ça, et certains musulmans. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un climat de mauvaise compréhension, des manques de compréhension des uns envers les autres. Et donc, quand il y a eu des attaques, je pensais que c'était une tragédie, que c'était quelque chose de pas prévisible, mais qui s'est posé, qui s'est basé quand même sur quelque chose qui était déjà là, c'est-à-dire que ces problèmes entre les gens. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal, c'est-à-dire je n'ai pas estimé que c'était quelque chose qui tombait de nulle part, qui était complètement détaché de la réalité sociale française. Non, je pensais que c'était l'expression de quelque chose qui était là depuis longtemps et que cette fois-ci s'était exprimé avec ces attaques contre Charlie Hebdo et le supermarché Cacher, mais la prochaine fois, qui sait. Merci donc pour cette conversation à Stefano Montefiori, correspondant à Paris du Corriere della Sera, grand quotidien italien. Grazie. Grazie a voi.